défense à ce moment charnière serait une grave erreur. La pandémie mondiale ne doit pas chambouler nos engagements de défense transatlantique. Au contraire, la défense collective de l'OTAN doit être renforcée et nos pays doivent devenir plus résilients. Les menaces de sécurité auxquelles nos pays et l'Alliance font face ne se sont pas évaporées par miracle. Nous restons confrontés au double défi croissant d'une Russie militante, révisionniste et d'une Chine à l'ambition débridée. Ces menaces sont aggravées par la prolifération des menaces asymétriques que sont le terrorisme, la cyberguerre et la désinformation. Les enjeux de sécurité du XXIe siècle appelle une approche de l'OTAN à 360 degrés de la protection de nos pays. L'OTAN a besoin de tout le spectre des capacités robustes, sophistiquées et adaptables requises pour faire face aux menaces d'aujourd'hui et de demain. Le rapport et la résolution nous rappellent que dès sa création, l'OTAN a bénéficié d'un avantage technologique qui a été essentiel au maintien de la paix et de la stabilité dans la zone euro-atlantique. Aujourd'hui comme hier, nous sommes engagés dans une course à l'adoption, à l'appropriation des technologies. Et c'est une course que ne gagneront pas forcément ceux qui possèdent les meilleures technologies, mais ceux dont l'organisation est la plus souple et la plus résiliente. Aujourd'hui comme hier, euh, or, aujourd'hui, cet avantage technologique de l'OTAN est en train de s'éroder rapidement. Et nos concurrents de puissance égale redoublent d'efforts en termes d'innovation de défense. Par exemple, un rapport de la STC met en avant les avantages technologiques acquis par la Russie et la Chine dans le domaine des armes hypersoniques, qui pourraient avoir un impact considérable sur le paysage de la sécurité internationale. En outre, les acteurs non étatiques malveillants encore plus dangereux. Deux autres rapports de la STC cette année, le rapport sur la Covid-19 et le terrain dans la course à l'adoption des technologies. En outre, le paysage d'innovation est désormais très différent de ce qu'il était à l'époque de la fondation d'Alliance. Dans le rapport et la résolution, j'insiste sur le fait que le paysage d'innovation du XXIe siècle est très dynamique. Nous savons également que les processus d'acquisition de nos industries de défense et leur active dans les domaines technologiques à évolution galopante de soumissionner pour les contrats militaires. C'est la raison pour laquelle le rapport et la résolution soulignent la nécessité d'intégrer des sociétés qui n'appartiennent pas au secteur de la défense, y compris les PME créatives, les jeunes pousses, à ce processus de recherche et de développement technologique en leur facilitant l'accès aux contrats publics, en simplifiant les procédures administratives et en leur garantissant un retour sur investissement à la fois suffisant et durable dans le cadre de ces partenariats privés-publics. Il y a donc de bonnes nouvelles, mais on ne peut pas s'en contenter. Le rapport souligne la nécessité de renforcer l'agenda d'innovation dans le domaine de la défense de l'OTAN. Euh, il faut être agile, rapide et tolérant vis-à-vis du risque. Cela doit supposer de partager les bonnes pratiques au sein de la communauté de la recherche de l'OTAN et en explorant les outils technologiques, en mettant par exemple à la disposition des petites et moyennes entreprises des fonds de démarrage qui leur permet d'adopter une approche plus systémique en matière de développement. Pour atteindre nos objectifs en matière d'innovation de défense, il est essentiel d'être en mesure de mesurer les progrès enregistrés.
Il serait entre autres utile de disposer d'un mécanisme quantitatif de mesure de l'innovation de défense. Or, il se fait justement que l'OCDE a élaboré ce qu'on appelle le manuel d'Oslo, qui vise justement à mesurer l'innovation. La résolution suggère que l'OTAN utilise ce manuel d'Oslo comme jalon de référence en matière d'innovation dans le domaine de la défense. Enfin, et non des moindres, la résolution souligne que nous devons tirer le meilleur parti possible de notre capital intellectuel, de nos chercheurs. Or, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, par exemple, les femmes restent sous-représentées dans les domaines scientifiques et technologiques, y compris dans le domaine de l'innovation de défense. Il est donc grand temps, c'est bien naturel, il est presque trop tard, pour de mettre en place le paysage nécessaire à l'exploitation optimum des chercheuses et des innovatrices. Nous devons les encourager à s'investir dans l'innovation dans le domaine de la défense, à promouvoir leur participation dans les activités scientifiques et technologiques tous azimuts. Je pense qu'il faut également impliquer davantage la jeune génération dans l'innovation de défense, afin que la prochaine génération choisisse de participer et d'investir dans l'innovation. C'est la raison pour laquelle la résolution insiste sur ce point. Chers collègues, en tant que parlementaires et législateurs des pays membres de l'OTAN, nous avons un rôle important dans la formulation des politiques de défense de nos pays. Aujourd'hui, nos adversaires sont de plus en plus agiles. Ils exploitent leurs atouts technologiques pour semer le chaos, la destruction et les perturbations dans les rangs de l'OTAN. Ils s'attendent à ce que nous baissions notre garde et réduisions nos dépenses de défense suite à la pandémie qui nous oblige à nous serrer la ceinture. Nous ne pouvons pas nous laisser distraire ni baisser notre garde. Dans nos pays, on nous parle de réduction des dépenses de défense pour favoriser d'autres investissements. C'est une occasion que nos adversaires seraient trop contents de saisir et nous ne pouvons pas les laisser faire. Nous devons préserver les investissements de défense pour que nos forces armées puissent se renforcer. Préserver notre appareil militaire est essentiel à la préservation de nos États. Les investissements dans le domaine de la défense doivent être préservés, doivent être sanctuarisés. La vigilance et la résilience doivent rester nos maîtres mots alors que nous reconstruisons nos pays, nos économies, nos sociétés dans un monde de plus en plus incertain. C'est là-dessus que portent le rapport et la résolution. Je vous invite à me soutenir à la fois au sein de l'Assemblée et au sein de vos parlements nationaux. Avant de conclure, je vous propose de supprimer la dernière phrase du paragraphe 39 du projet de rapport qui porte sur le Fonds français d'investissement de la défense. Je vous lis la phrase: «Cela dit, le fonds semble moins viser directement l'innovation de défense que le maintien de l'autonomie des entreprises nationales de défense». C'est cette phrase que je vous propose de supprimer. Merci beaucoup pour votre attention. Je tiens enfin à remercier les assistants de recherche de l'Assemblée, en particulier Lucas Kizilius, pour leur aide précieuse. Et je remercie également Sofia Shevchuk et bien sûr Stephen Sachs, sans qui il m'aurait été impossible de rédiger ce rapport. Son engagement, sa volonté d'excellence dans la rédaction de ce rapport ont été essentiels pour faire avancer ce débat. J'attends vos questions et vos commentaires. Et peut-être avant de passer à la séance de questions-réponses à propos du rapport, je dois vous informer du fait que la délégation ukrainienne a proposé quelques insertions au rapport sur l'innovation dans le domaine de la défense que je considère utile. Il s'agirait de remplacer le mot misinformation au paragraphe 3 par le mot disinformation. Mentionner au paragraphe 8 que les moyens A2AD de la Russie en mer Noire ont un impact non seulement sur les États membres de l'OTAN, mais également sur les pays partenaires. La délégation ukrainienne propose également de remplacer les mots Russian-backed separatists par les mots Russian-backed illegal armed militants, donc militants armés illégaux soutenus par la Russie au paragraphe 17, et d'adapter une phrase au paragraphe 59 qui ajoute l'Ukraine et la Géorgie à la liste des partenaires proches avec lesquels il convient de mieux
partager des informations, les bonnes pratiques. Moi, ce sont des propositions qui me conviennent et que je suis disposé à intégrer au rapport. Merci beaucoup. Je serai ravi d'engager le débat. To Rob Murray. Sorry, I think what we will do, if I may, I believe we have the interpreters back on Wi-Fi, which should be more stable. Je pense que maintenant, nous avons une connexion Wi-Fi pour les interprètes, donc nous allons basculer vers une autre connexion. Donc si on peut attendre 2 minutes, je vois que Stéphane est de retour. Je vais maintenant vous céder la parole. Je vois que Rob est présent aussi, très heureux de vous voir. Je suis ravi que vous soyez parmi nous. Je vais maintenant vous quitter et je redonne la parole à Stéphane. Très heureux de vous voir tous. Merci beaucoup, Stéphane. Monsieur le Président, vous avez la parole. Rob, souhaitez-vous prendre la parole maintenant? Oui, très bien, merci beaucoup. Et merci à Léona d'avoir planté le décor. Bonjour, bonsoir à vous tous. Je suis ravi d'avoir ce privilège que de vous exprimer, de m'exprimer devant vous. Je suis Rob Murray, je dirige l'unité d'innovation au secrétariat international, donc au siège de l'OTAN à Bruxelles. Le projet de résolution qui vient d'être évoqué, me semble-t-il, évoque des domaines essentiels en ce qui concerne la sécurité nationale et l'innovation. Je vais partager quelques réflexions avec vous, des éléments qui méritent, je crois, une réflexion approfondie. Pour reprendre les propos de Léona, je pense que l'OTAN, l'Alliance et ses partenaires, nous sommes dans une phase d'adoption technologique au lieu d'être dans une phase de développement technologique. Si l'on prend l'Alliance dans son ensemble, si l'on prend par exemple la valeur boursière des différentes entreprises technologiques, nombre de prix Nobel, les emplacements des meilleures universités au monde, le nombre de brevets qui sont accordés, selon toutes ces mesures, l'OTAN est très bien placée en ce qui concerne le développement technologique. Toutefois, je note que ces différents critères ne reflètent pas une situation égale parmi les différents pays de l'Alliance. Maintenant, il s'agit donc de l'adoption technologique. Et comme vous dites dans votre projet de résolution, même avec la meilleure technologie, nous n'avons pas forcément remporté ce concours. Il s'agit aussi d'avoir une organisation, une bureaucratie agile. Avec tous ces différents éléments. For your consideration as we aim to become what I'll call technologically ready and adopt those technologies that are with us today. For me, this means that we must first get digital. And I would argue that too much of our data in our nations, when it comes to defense and national security, remains analog. And if we are to adopt these new cutting-edge technologies, which are often fed by data, then we need that data to be digitized. And we need to make sure it's not siloed in multiple parts of our organizations, whilst of course making sure it's protected and remains secure. And I think it's an important area which you may wish to think about and perhaps encourage your ministries of defense to have a really robust understanding of just how digital they actually are and how they intend to overcome the inevitable silos that are going to occur from dealing with this data. Second, we've got to think about financing. My personal view is I think the assumption that tax revenue alone will fund all of these new technologies for the allied sort of defense and security entities and make them compatible with legacy equipment, I'm not sure that's a safe assumption. Creative financing mechanisms are going to need to be found, and we are seeing many allies adopting public sector national security grants and venture capital funds. And in fact, Leona mentioned France's DefInvest to support those sorts of efforts. I throw this statistic out there just to put it into a bit of context. In the first quarter of this year, of 2020, of this year, Facebook
Thank you very much, Rob. Stefan, can I? Merci beaucoup, Rob. Est-ce que vous entendez l'interprétation? Il y aurait eu pas mal de problèmes techniques. Apparemment, maintenant, cela fonctionne pour l'anglais et pour le français. Il y avait encore quelques problèmes techniques liés au réseau Wi-Fi, en fait, et au réseau d'Internet. Nous avons maintenant 2 demandes de prise de parole. Merci beaucoup, Stéphane. Bonjour à tous ou bonsoir. Tout d'abord, je tiens à remercier Léona de cet excellent rapport et cette excellente résolution. Je suis d'accord avec vous quant à la nature même de l'innovation, l'importance des investissements et des ressources. Moi, je viens de la Lituanie. Nous relevons cet objectif des 2% du PIB consacré à la défense. Et c'est très bien. J'ai une question. Malgré toute cette innovation, pensez-vous que l'on doit encore plus loin? Doit-on trouver une sorte de traité ou accord international? Car il y a d'autres pays qui ne sont pas forcément très amicaux à notre rencontre, la Russie et la Chine, en ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, où se situe le seuil de responsabilité en ce qui concerne l'utilisation de l'intelligence artificielle? Faut-il songer à un cadre juridique international dans ce domaine? Merci Stéphane. C'est peut-être mieux d'écouter des différentes questions et puis apporter des réponses groupées. Monsieur Otis, maintenant. En entendant, peut-être Monsieur Brunner peut prendre la parole. Vous souhaitez vous exprimer maintenant? Vous m'entendez? Très bien. Merci beaucoup, Rob, et merci Léonard de ces 2 présentations. Je pense que ces 2 présentations nous montrent qu'il faut faire davantage en matière de sécurité. Nous devons faire plus sur le plan politique. Perte de connexion audio. Monsieur Brunner, avant, vous n'étiez pas audible, maintenant nous vous entendons. Bon, si vous m'entendez, c'est très bien, je reprends. Merci Rob, merci Léona de ces 2 présentations. Je pense que ces 2 présentations nous montrent qu'il faut faire davantage en matière de sécurité et il faut faire davantage à l'échelle de l'OTAN. Mais comment et où pouvons-nous faire plus en termes de politique scientifique, d'autres domaines politiques, et que pouvons-nous faire en tant que parlementaires afin de promouvoir l'innovation de la défense dans nos pays et dans l'OTAN de façon générale? Monsieur Ortiz n'est pas connecté. Je suggère que l'on donne la parole à Léona et ensuite à Rob. Léona. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une question très importante. Mais dans n'importe quelle technologie, il y a toujours un potentiel pour que ce soit utilisé pour le bien ou pour le mal. Je souhaiterais rebondir sur ce que Rob a dit en ce qui concerne les normes. Il est essentiel, il est même urgent d'avoir un échange sur les normes. Quelles seront les normes, quels seront les cadres et comment traiter de l'intelligence artificielle.
Deuxièmement, il faudrait s'assurer que l'on aborde ces questions sans naïveté, car nos adversaires ne vont pas se tenir aux mêmes normes éthiques et normes morales que nous le faisons dans notre ordre libéral mondial. Et leurs ambitions vont à l'encontre des nôtres. Donc, premièrement, il faut des normes. Deuxièmement, il faut agir sans naïveté. Il faut bien reconnaître comment ces différents éléments vont se dérouler. Je pourrais proposer quelques éléments en plus, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, comment se structurer face à ce domaine. Et là, je me fais l'écho des propos de Léona. L'utilisation de l'intelligence artificielle doit se baser sur les valeurs partagées parmi les alliés. Ça, c'est un aspect fondamental. Je dirais que les principes d'une utilisation responsable et autres, ces principes peuvent être intégrés, vont de pair avec les valeurs partagées. Quant à l'idée d'avoir une sorte d'entité au forum international pour traiter de ces questions, moi j'offre une réflexion. Je pense qu'il y a des structures qui existent déjà, mais ce qu'il faudrait, si vous me permettez, c'est plus de coordination parmi les alliés. Par exemple, il y a des instances de l'ONU, comme par exemple l'Union des télécommunications internationales, qui élabore les normes. Mais c'est vrai que cela ne va pas de soi. Nous ne savons pas toujours quels sont les représentants nationaux qui assistent à ces différents organes et comment est-ce que cela s'inscrit dans un travail international à grande échelle. Et toujours sur l'intelligence artificielle, pour rebondir sur ce qu'Aliona a dit, les avantages de ces technologies, notamment l'intelligence artificielle, les avantages potentiels dépassent évidemment le seul champ de la défense et la sécurité. Nous souhaitons être sûrs que l'on ait une bonne compréhension de comment utiliser ces technologies. Et finalement, cela renvoie à la question des formations. Donc, les valeurs, utiliser les instances internationales pour assurer un minimum de coordination et puis faire en sorte que nos sociétés réfléchissent à toutes ces questions. C'est cela qui va nous permettre d'utiliser au mieux ces technologies. Et une dernière remarque avant de céder la parole. Pour les algorithmes, il faut éviter les boîtes noires. Nous, en tant qu'êtres humains, il faut que nous puissions comprendre ce qui se passe. Donc, il faudrait des boîtes blanches, non pas des boîtes noires. Donc, les entités privées qui essaient de vendre des algorithmes incompréhensibles et invisibles au gouvernement, eh bien, c'est inacceptable. Il faut que les choses soient transparentes. Il faut qu'il y ait reddition de comptes. Il faut que nous puissions comprendre comment les décisions sont prises. Cela va devenir de plus en plus difficile au fur et à mesure que ces technologies avancent. Car souvent, vraiment, décortiquer ces technologies et ces algorithmes, ce n'est pas toujours facile. Pour les structures internationales, elles existent déjà, il faudrait plutôt s'appuyer sur la coordination. Merci. Est-ce que M. Otis est parmi nous maintenant? Oui, il paraît à l'écran. Je lui donne la parole. Merci, je vais m'exprimer en italien. J'espère que vous m'entendez. Et j'espère que vous entendez l'interprétation. Pouvez-vous me faire signe, s'il vous plaît, si vous entendez l'interprétation? Bien, je tiens à remercier nos intervenants pour les excellentes présentations et merci d'avoir mis l'accent sur une question qui est très importante en Italie aussi. La COVID a créé des difficultés pour nous tous. Nous faisons de notre mieux pour essayer de gérer cette situation. Est-ce que vous m'entendez? L'interprète s'exprime donc sur le canal anglais. Est-ce que vous entendez l'interprétation? Très bien, cela semble être le cas.
Donc, merci à Léona pour l'excellent travail. L'orateur reprend son intervention du début. Je suis ravi d'être parmi vous. Nous avons tous dû être aux prises avec ce grand ennemi, la COVID-19, qui a modifié nos façons de vivre. Nous avons dû apprendre à utiliser notamment ces nouvelles plateformes technologiques. Je n'ai pas vraiment une question, c'est plutôt un commentaire quant à la situation en Italie. Depuis quelques années, nous avons beaucoup progressé en termes de cybersécurité. Nous avons un centre d'opération qui fonctionne plutôt bien. Ce centre a effectué pas mal de travail depuis quelques années. C'est semblable à ce qui a été fait à Singapour et dans d'autres pays. Nous avons aussi un centre d'opération spatiale. Et à l'heure actuelle, le Sénat se penche sur un projet de loi visant à établir un centre de recherche unique. Notre idée, c'est d'accroître les financements pour qu'ils arrivent à hauteur de 500 millions d'euros par an. Tout cela vise à expliquer notre amendement qui n'était pas vraiment débattu. C'est peut-être de notre faute. Voilà pourquoi le rapporteur a décidé de ne pas accepter cet amendement, mais peut-être que vous pourriez reconsidérer l'amendement italien qui pourrait, je pense, favoriser un débat au niveau parlementaire. Il y a cette idée de créer un centre de recherche unique. En tout cas, je vous remercie de votre attention et j'espère que je vous ai donné une matière à réflexion pour ce débat. Merci beaucoup, Stéphane. Y a-t-il d'autres demandes? Il y a Nusrat Ghani qui souhaite prendre la parole. Kevin, thank you, Stefan. I want to thank No longer hear you. no. Kevin, I'll take your direction. Maybe Léona, vous pouvez peut-être vous exprimer. Donc, Nusrat Ghani va répéter la question. Donc, la question pour Rob est de savoir est-ce qu'il aurait fallu modifier les canaux, changer le canal? Non, je ne pense pas que cela change grand-chose. Léona n'a pas entendu les questions. J'entends Kevin, j'entends Stephen, j'entends Rob, mais je n'entends rien d'autre. Essayez sur le canal anglais. Cela va peut-être aider. Sinon, vous pouvez cliquer sur le bouton rafraîchir en haut à droite, à côté de votre nom, normalement. Souvent, ça aide. Stephen, dois-je essayer à nouveau? Rob, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, Stéphane.
Ça devient assez compliqué. Sinon, vous pouvez répéter la question. Je vais essayer en fait de relayer la question aux intervenants. Donc, pour faire une version raccourcie de la question. Ce qu'on voit dans le rapport, dans quelle mesure est-ce que cela... Quel est notre retard par rapport à la Russie et la Chine? Est-ce que nous avons 3, 4, 5 ans de retard? Comment évaluer la situation? Et puis, deuxièmement, au fur et à mesure que l'on avance dans l'utilisation, par exemple, des drones, comment s'assurer que ces progrès technologiques ne vont pas perturber, par exemple, l'utilisation des drones? Sadghani's question was China and Russia, or should La deuxième question portait sur les drones, quant à savoir comment faire en sorte que ces drones, qui ont une importance de plus en plus essentielle, comment faire en sorte que les drones ne soient pas utilisés de façon qui perturbe tout. Oui, je vais essayer d'esquisser une réponse. Tout d'abord, comment réfléchir aux technologies de rupture? Je pense que si j'étais à votre place, sur le plan national, je penserais d'abord à la politique industrielle. Quelle est la politique industrielle de votre pays? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Dans quel domaine est-ce que vous allez investir et quels sont les avantages attendus en termes de sécurité nationale? Je le dis parce que beaucoup de ces investissements en matière de nouvelles technologies se font en fait dans le secteur privé, dans les domaines où il y aura une sorte d'utilisation d'utilité en termes de défense. En 1960, 36% des financements de recherche et de développement aux États-Unis, ou plutôt c'était à l'échelle mondiale, c'était recherche et de développement aux États-Unis, alors qu'aujourd'hui, la situation est tout à fait différente. Donc, il faut réfléchir à ces investissements. Il faut qu'il y ait des technologies à utilisation duale. Il faut que le marché soit suffisamment large, suffisamment grand pour que ces investissements peuvent, pour que ces investissements puissent réussir, car il s'agit de questions de marché, de concurrence. Donc, il faut des technologies à utilisation duale. Il faut inscrire tout cela aussi dans les politiques industrielles nationales. Sur les drones, brièvement, c'est comme comme si on donnait en fait un très bon couteau de cuisine. Cela peut être un bel instrument aux mains d'un grand cuisinier, mais cela peut aussi servir à des crimes. Donc, il faut gérer l'utilité notamment des petits drones pour faire en sorte qu'ils ne soient pas utilisés à mauvais escient. Avec la COVID, ce qu'on va voir, c'est que les drones seront utilisés de plus en plus souvent, notamment pour les livraisons, donc pour la chaîne d'approvisionnement, ça va se faire de plus en plus souvent, mais il y a des questions qui se posent en termes de gestion de l'espace aérien. Cela veut dire que d'ici 10 ans à peu près, nos sociétés vont être plus à l'aise avec l'idée de voir des petits drones qui volent partout pour livrer des colis. Donc des livraisons chez le consommateur. Donc ces drones vont devenir de plus en plus communs, de plus en plus répandus, ainsi que leur technologie. Mais je pense que c'est un domaine qui sera assez compliqué pour ce qui concerne la législation, la réglementation. Mais la technologie va peut-être aider. Le problème, c'est que les principaux fabricants de drones soient chinois. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Merci Léonie. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, effectivement. J'ai encore 2-3 choses à faire. Pour Rob, oui, tout à fait d'accord. Tout ceci dépend d'une stratégie, d'une politique industrielle. Et puis le prochain débat,
Et celui-ci, en prenant l'exemple des 29 milliards investis par le secteur privé en matière de R&D, c'est le secteur privé, bien sûr, qui avance beaucoup plus rapidement que le secteur public. Mais dans leur précipitation pour arriver sur le marché, les garde-fous technologiques sont absents. Donc, les produits sont vulnérables, les capacités en sont fragilisées et ces algorithmes en boîte noire compliquent la situation davantage. Donc, une partie de cette politique en matière industrielle consiste à savoir quand il convient de les encourager à mettre en place les protocoles sécuritaires, les garde-fous, et quand il faut les forcer à le faire, afin que les technologies de rupture arrivent à œuvrer dans l'intérêt des pays et d'en limiter les vulnérabilités. Idem pour les drones. Chaque fois qu'il y a de nouvelles technologies, on ne sait pas si on pourra en abuser. Donc d'abord, il faut avoir encadré ça législativement, effectivement. Mais très souvent, ces garde-fous sont des garde-fous sociétaux. Dans le monde occidental, c'est une question de confiance. Nous nous comportons de façon responsable parce que nous sommes tous d'accord pour dire que c'est dans notre intérêt collectif. Donc, pour les drones, je pense que certains garde-fous sont effectivement législatifs, réglementaires, mais certains garde-fous seront sociétaux, c'est-à-dire des normes de comportement que nous aurons nous-mêmes acceptées. Merci. Stéphane, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Nous avons Agnès Vadaille qui voudrait se joindre à nous. Agnès. Oui, bonjour à tous. Je voulais remercier Léona de cet excellent rapport. D'ailleurs, en fait, je suis d'accord sur presque tout ce que vous avez dit. Maintenant, ma remarque sera budgétaire. Effectivement, il faut travailler pour rattraper l'arriéré technologique. Oui, et nous ne pouvons pas investir dans le développement suffisamment. Et lorsque vous voyez des pans entiers de l'industrie mourir suite à la crise du Covid, ceci devient très grave. Je parle bien sûr de l'industrie aéronautique, par exemple. Comment est-ce que vous pouvez expliquer à vos citoyens qu'il faut investir davantage dans ce rattrapage technologique alors qu'ils ne voient pas les effets, les bienfaits technologiques? Ceci met beaucoup de temps. Nous devrions peut-être plutôt réfléchir à une stratégie commune qui consisterait à dire aux électeurs comment les technologies de rupture fonctionnent dans leur vie quotidienne. Ne leur parlons pas de l'espace, du futur dans 10, 20 ans. Non, il faut leur parler des avantages immédiats, parce que sinon nos électeurs vont nous dire « Excusez-nous, il faut fermer les restaurants et vous nous dites qu'il faut dépenser davantage sur les technologies de rupture ». Non, peut-être. Alors, ce que je pense qu'il faut faire, c'est que les politiques, les hommes et les femmes politiques, soient persuadés de l'importance d'avoir une bonne stratégie de communication afin que le citoyen lambda comprenne les bénéfices immédiats des investissements en R&D. Deuxième question, deuxième bilan, il faut travailler davantage ensemble. Une alliance doit rester une alliance. Nous devons coopérer, nous devons partager les coûts. Nous allons partager les fardeaux. Et on sera de plus en plus prêt à le faire en sachant qu'on ne travaille pas en cavalier seul. On travaille tous ensemble.
il est important que nous expliquions à nos électeurs que nous travaillons ensemble et que les nouvelles technologies portent des avantages immédiats. Stephen. Léona, je pense, est-ce que vous voulez réagir ensuite, Rob? Oui, effectivement, ce serait fantastique de pouvoir réagir. Oui, non, vous avez tout à fait raison. Et voilà pourquoi d'ailleurs, je voulais que le rapport se centre sur la cible importante, c'est-à-dire les populations et les citoyens qui souffrent. Il faut que nous expliquions qu'il est important de ne pas réduire les dépenses de défense. Alors, comment communiquer l'importance des dépenses en matière de défense? D'abord, il faut être pédagogique en expliquant aux citoyens les menaces de l'influence étrangère, du vol technologique, du vol identitaire qui a lieu aujourd'hui et qui sape notre sécurité économique au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la relance économique elle-même est mise en cause par le fait que les adversaires que nous avons sont en train de saboter le fondement même de nos économies. Donc, nous n'allons pas pouvoir reprendre nos activités économiques si ces fondations disparaissent. Et puis, Rob a tout à fait raison. Nous devons investir dans le numérique parce que l'économie des nouvelles connaissances est en accélération parce que nous, en tant que société, nous avons été forcés à mettre les bouchées doubles. Des petites sociétés qui, dans le temps, n'étaient pas sur Internet, maintenant, elles doivent être sur Internet, elles doivent envoyer ces marchandises par Internet et ceci la rend de plus en plus vulnérable au vol identitaire, au vol technologique. Donc, la nécessité est encore plus urgente aujourd'hui qu'elle ne l'était, car nos économies de dépenses dépendent plutôt de plus en plus de l'environnement numérique et nous devons expliquer à nos citoyens pourquoi ces technologies sont tellement importantes pour eux, car ils en sont frappés dans leurs restaurants, dans leurs entreprises, dans leurs PME au jour le jour. Rob, oui, effectivement, encore quelque chose pour rebondir sur ce qu'a dit Léona. Bon, bien sûr, je répète, je rabâche, mais pour moi, qu'est-ce que ceci veut dire? Eh bien, on parle ici de politique industrielle nationale communiquée par les gouvernements et les investissements dans les nouveaux domaines technologiques qui vont présenter des avantages immédiats pour la société et les sociétés. C'est comme ça qu'il faut présenter les technologies de défense avec des bénéfices pour la défense. Il faut vraiment une bonne direction de déplacement, une sorte de bonne trajectoire. Il ne s'agit pas forcément de partager les coûts, mais de partager les investissements. C'est comme ça qu'il faut présenter la chose. Et c'est peut-être quelque chose à laquelle on n'a pas pensé. Il s'agit de partager les investissements. Il faut également penser aux technologies à double usage. Des technologies, je veux dire, qui ont des avantages civils, mais des avantages militaires également. Donc, c'est le triumvirat, les gouvernements, l'industrie et la défense, les trois ensemble. Merci. Stéphane, est-ce que nous avons d'autres prises de parole? Non. Je n'ai pas d'autres demandes de parole. Donc, nous pouvons voter le rapport. Oui, très bien. Est-ce que je peux remercier Léona et Rob?
et les intervenants qui ont posé des questions. Je pense que cette séance a été très dynamique et c'est vraiment un domaine qui sera beaucoup plus important pour nous après la COVID qu'avant. Merci beaucoup. Alors, maintenant, rapidement, donc, nous allons adopter le rapport, l'adoption du rapport ainsi modifié. Stéphane, mes collègues ont déjà commencé à voter, donc nous sommes en minute de vote. Et pendant qu'on y est, en attendant le résultat, je voudrais rappeler les membres de la commission que nous sommes invités à une conférence en ligne OCDE sur l'intelligence artificielle qui se tiendra le 2 décembre. Nous avons envoyé des informations sur cet événement et je pense que ceci devrait vous intéresser, notamment dans le suivi de cette discussion que nous devenons d'avoir. So we just now wait for the. We already have 1 minute, so I think we can now close the vote. Right. Do we have a result? Voilà. Pardon, j'avais coupé mon micro. 17 voix unanimes, donc sans abstention et sans vote défavorable. Merci beaucoup, je remercie les collègues. Alors, nous passons maintenant à la résolution, au projet de résolution sur l'innovation dans le domaine de la défense, également l'œuvre de Léona. Stéphane, c'est maintenant que je donne la parole à qui? CML. Oui, du Bundestag. Mel va nous guider. Oui, bonjour. Bonjour Mel. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que vous trouvez les amendements, le tableau des amendements à droite sous l'onglet Documents. Je pense que ceci facilitera la procédure de vote. Nous avons commencé avec l'amendement 1 qui vient de la délégation de l'Ukraine. Est-ce que l'auteur de l'amendement veut bien commenter et présenter son amendement? Dans ce cas, demandez la parole. Non? Eh bien, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole à ce sujet, donc au sujet de l'amendement numéro 1? Madame la rapporteure, est-ce que vous voulez réagir? Je soutiens cet amendement. L'amendement en question, l'amendement numéro 1. Parfait, nous allons donc mettre aux voix l'amendement numéro 1. Est-ce que vous voulez bien cliquer sur le bouton Poll, sondage à droite sur votre écran? Je lance la minute maintenant. Again, if you have any troubles with the voting, you can. Encore une fois, si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours nous envoyer un message. Voilà, je pense que nous sommes arrivés à la fin de la minute. Très bien, donc nous allons clôturer. Et dès que j'ai les résultats, je vais vous les lire.
Très bien. 17 voix en faveur. Merci beaucoup. Donc l'amendement est ainsi adopté. Nous passons donc à l'amendement numéro 2. Vous avez encore... Pardon, je me reprends. Si quelqu'un voudrait prendre la parole, je suis à votre écoute. Sur le deuxième amendement, la délégation de l'Ukraine peut-être. Comme vous voyez, la rapporteure ne soutient pas cet amendement. Si vous voulez réagir, vous pouvez le faire. Mais en tout cas, vous voyez ça au tableau. Très bien. En l'absence de prise de parole, nous allons lancer le vote. 1 minute. Entre-temps, je vous rappelle que en cliquant sur le bouton Poll, sondage à droite, parfois vous devez descendre. Il y a un écran déferlant et puis les résultats du du vote, normalement, vous les trouvez en bas de votre écran. Donc, ce que vous faites, c'est de descendre, descendre en bas de l'écran et vous trouvez donc le résultat du vote. Je pense que la minute sera bientôt finie. Voilà, je pense que nous pouvons clore. Alors, le résultat est le suivant sur l'amendement numéro 2. 16 voix favorables. Non, 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 pas du tout. Nous avons 6 voix favorables. En fait, il faut faire défiler l'écran parce que vous voyez sinon le résultat, mais vous ne voyez pas le détail. Oui, donc V4. Sur l'amendement 2. Pardon, oui, effectivement, vous avez raison. Excusez-moi, Stéphane, j'ai mal compris. 6 pour, 8 contre et 2 abstentions. Donc l'amendement est rejeté. Voilà, donc l'amendement est rejeté. Parfait, je pense que nous pouvons passer au prochain amendement. Est-ce que notre secrétaire est encore là? Oui, malheureusement, la ligne a été coupée. Je vais continuer moi-même. Nous avons à présent l'amendement numéro 3 qui sera mis au vote. Voilà, la minute a commencé, vous pouvez voter.
Voilà, donc fin du vote et nous attendons le résultat. Donc c'était le vote numéro 5V5 sur le 3, l'amendement numéro 3. 14 voix, 7 en faveur, 6 contre et une abstention. Donc cet amendement est adopté. Monsieur Otis, vous voudrez prendre la parole. Je vous donne la parole. En italien. Per avermi permesso di intervenire, vorrei ricordare a Merci. Je voudrais dire à tous les députés que ceci est très important pour nous. Il faut en fait pouvoir que le débat au Sénat puisse être encouragé. Nous sommes en train de voter au Sénat italien une loi sur les investissements, sur la recherche et le développement. Donc, si vous êtes pour ce débat, si vous voulez bien voter en faveur. Voilà. Donc, vous venez de présenter l'amendement numéro 4 ou bien est-ce que nous avons bien compris? Oui, c'est plutôt l'amendement numéro 5, n'est-ce pas? Car l'amendement numéro 4 est celui présenté par la Belgique. Ah oui, excusez-moi, tout à fait. Oui, j'ai parlé trop tôt. Donc, voilà, je voulais défendre mon amendement. Donc, maintenant, nous allons procéder. Non, il faut une nouvelle fois voter l'amendement numéro 4. Oui, effectivement. Pourquoi est-ce que je ne suis pas favorable à cet amendement? Parce que je trouve que l'amendement est trop prescriptif. Dans la résolution, d'inclure tous ces éléments qui se trouvent dans le rapport et le fait de les répéter dans la résolution complique plutôt l'adoption de la résolution. Nous espérons que ces résolutions pourront être adoptées et mises en œuvre par l'OTAN. Et je pense au contraire qu'un tel niveau de détail dans la résolution entraverait son application. Très bien. Est-ce que nous pouvons refaire donc le vote? Encore une fois, c'est sur l'amendement numéro 4 déposé par la Belgique. So 1 minute is over. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la minute. Nous allons voir si l'amendement est passé. Stéphane, votre micro était éteint. Je suis désolée, j'ai appuyé sur le bouton trop de fois. On a eu 18 votes, 6 qui ont dit oui, 10 qui ont dit non et 2 abstentions. Donc l'amendement ne va pas être intégré.
Nous allons maintenant passer au dernier amendement. Monsieur Ortiz vient d'intervenir, à moins qu'il ne souhaite ajouter quelque chose, ou peut-être que Léona souhaite intervenir. Oui, très rapidement, même si j'apprécie les commentaires de Monsieur Ortiz, il a raison, il s'agit d'un aspect extrêmement important que nous devons examiner. La raison pour laquelle je ne suis pas en faveur de cet amendement est la même que pour l'amendement précédent. Je pense que c'est un peu trop prescriptif et ça va limiter la possibilité d'adopter la résolution et de mettre en œuvre ce type de réflexion. Et c'est pour cette raison-là que je ne suis pas en faveur. Merci. Sorry, the poll is not, there it is. Okay, now we can start the voting process. Voilà, donc nous pouvons commencer le vote. Nous allons maintenant fermer ce vote. Et le résultat est maintenant affiché. Pour l'amendement numéro 5, 16 personnes ont voté, 4 personnes en faveur, 11 contre et une abstention. Donc l'amendement n'a pas eu le soutien qu'il faut. Bien, nous sommes arrivés à la fin des amendements, je crois, Stéphane. Oui, et maintenant la commission doit maintenant procéder à un vote pour cette résolution telle qu'elle a été amendée. Voilà, donc le vote a commencé. Vous devriez voir un point rouge qui clignote sur le bouton Pause. Oui, vous êtes très rapide, Stéphane. Enfin, ce sont mes collègues, pas moi. Je pense que nous pouvons maintenant clore le vote. Et les résultats vont être affichés. La résolution telle qu'elle a été amendée, 15 personnes ont voté et les 15 ont voté pour l'amendement. Merci beaucoup, Stéphane. Et permettez-moi de féliciter Léona pour son rapport. Et j'aimerais aussi remercier Rob Murray pour son excellente contribution. Et je remercie aussi tous ceux qui ont participé, y compris Mel, que nous avons perdu au cours du processus. Mais bien sûr,
Les technologies viennent avec des problèmes et merci à tout le monde qui a participé. Nous allons maintenant passer au point 15, l'élection des officiers de la commission, de la sous-commission. Il y a eu certains changements parce que certains ne sont plus membres de leur délégation. Tout d'abord, Susan Davis, qui n'a pas cherché à être réélue au Congrès. Et je l'ai remerciée hier lors de la réunion pour l'excellent travail qu'elle a fait et tout le travail euh, qu'elle a fait pour cette commission. Nous avons un candidat, Nusrat Ghani du Royaume-Uni pour ce poste. J'ai présenté tous les postes et s'il y a un problème, on reviendra là-dessus plus tard. Ensuite, Sven Koopmans qui va prendre sa retraite aussi. Et donc, son poste est vacant. Le vice-président de la commission et moi, j'aimerais aussi remercier Sven pour tout le travail qu'il a fait. Nous n'avons qu'un seul candidat, Agnès de la Hongrie, qui je pense que ce sera un choix qui va faire l'objet de beaucoup de soutien. Normalement, ce sera sur la base d'applaudissements que la commission élirait Agnès, mais est-ce que tout le monde est d'accord pour qu'on accepte sa candidature? Je pense qu'il faudrait quelqu'un de très courageux pour dire non. Donc félicitations Agnès. Ensuite, notre rapporteure spéciale, Léona du Canada. Elle ne peut pas rester dans ce poste. Et nous avons un candidat pour ce poste vacant, Karl-Heinz Brunner de l'Allemagne. Il n'y a pas d'autres candidats, à moins que quelqu'un ne demande la parole. Donc je propose qu'on l'élise rapporteur spécial pour la commission sciences et technologies. Est-ce que tout le monde est d'accord? Très bien, donc je félicite Karl-Heinz. On va maintenant passer au président de la sous-commission sur les tendances technologiques et la sécurité technologique. Nous avons un poste vacant et nous avons un candidat, Philippe Michel Kleisbauer de la France, qui souhaite ce poste. Et si personne ne souhaite commenter, eh bien, je vais en conclure que nous sommes d'accord. Alors, félicitations à Philippe Michel Kleisbauer pour son élection. Comme Philippe Michel Kleisbauer a été élu, le poste de rapporteur pour la sous-commission est maintenant vacant. Et Léona du Canada souhaite ce poste. Est-ce que je peux vous proposer que nous acceptions sa candidature? Eh bien, félicitations, Léona. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de l'élection des officiers et je souhaite féliciter tous ceux qui ont eu des candidatures réussies. Nous avons aussi toujours un poste vacant pour l'UNIC, la commission interparlementaire. Oui, pardon, vous avez raison. Un oubli de ma part. Il y a aussi un poste pour la commission interparlementaire Ukraine-OTAN et Philippe Michel Klaus-Bayer souhaite occuper ce poste. Est-ce que nous pouvons l'accepter? Eh bien, félicitations à Philippe. Et il y a aussi 2 postes vacants pour
pour cette commission, pour l'unique, et je sais qu'il y a 2 candidats, Jean-Christophe Lagarde de la France et Fabrizio Ortiz de l'Italie. Donc est-ce que nous pouvons soutenir leur candidature? Alors félicitations à tous ceux qui ont été élus et je suis impatient de travailler avec vous tous dans l'année qui vient. Pour le point suivant, c'était, les, activités à venir. Nous en avons déjà parlé hier, donc je ne vais pas revenir là-dessus à moins que, vous n'avez quelque chose à ajouter. Non? Bien. Les questions diverses, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Non? On va fixer un jour et une date pour, la prochaine réunion. La prochaine réunion de notre commission est censée avoir lieu lors de la session de printemps à Stockholm, prévue du 14 au 17 mai 2021, et j'espère qu'on pourra se voir en personne. Et pour, terminer, j'aimerais remercier tout le monde de leur participation et merci à tout le personnel. Stéphane, merci de votre patience et tous ceux qui ont fait que cette session a été possible. Et je sais qu'il y a eu des problèmes de connexion avec l'interprétation. Donc, je m'excuse auprès de tous ceux qui ont été affectés. Je sais qu'il y a eu des problèmes de connexion pour l'interprétation vers le français et l'espagnol. J'espère que nous pourrons nous voir en personne à Stockholm et que nous pourrons éviter d'avoir ce type de problème technologique. Mais je pense que nous avons eu une très bonne réunion malgré tous les problèmes que nous avons rencontrés. Donc, je souhaite à tout le monde une très bonne soirée et à bientôt. Merci. Et la séance est levée.